Si j'étais un robot sexy, j'aurais toujours ce que je veux. Mais avec Fizz, tout le monde peut avoir le forfait de son choix. Mon petit chou. Fizz a des forfaits mobiles et Internet à un prix juste pour vous. En plus, il n'y a pas de contrat. Détails au fizz.ca. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Alors, mon cher Mathieu, je suis pas très original. Mon roman préféré de tous les temps, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert, que j'ai relu souvent. L'histoire d'une jeune et jolie jeune fille qui se marie avec un médecin sans ambition, un gars drabe, beige, ennuyant comme la pluie, qui l'amène dans un village perdu au bout du monde où elle s'ennuie et se fait chier à mort, et à la fin, elle n'en peut plus après avoir pris une série d'amants. Elle s'empoisonne avec de la mort au rat. Ça a l'air que c'est pas correct de lire ce roman-là. Il y avait un texte dans Le Devoir parce que elle meurt à la fin. Donc, ça a l'air, c'est anti-féministe. Alors, il y a un titre qui est paru dans Le Devoir, un texte « N'être qu'un corps au fil des mots et du temps ». Déjà, c'est un peu pompeux comme titre, mais laissons de côté. Alors, c'est un article qui est consacré à la représentation des femmes dans la littérature d'un point de vue féministe après les épisodes MeToo, Moi aussi, On vous croit, et ainsi de suite. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'on nous dit, finalement, qu'il faudra, tôt ou tard, revisiter notre interprétation, mais aussi ce qu'il nous est permis d'écrire dans la littérature pour déconstruire les structures de la culture du viol qui seraient intégrées à la littérature. Et là, c'est assez fascinant. Donc, on nous propose une rééducation féministe de la littérature. Donc, la littérature quitte sa fonction d'exploration de l'âme humaine dans ses tourments, dans ses contradictions, dans ses déchirements, et doit désormais faire œuvre pédagogique. Et on nous explique donc que désormais, premièrement, les grandes œuvres doivent être réécrites pas réécrites, mais réinterprétées dans cet esprit, critiquées, mais aussi, on va nous dire que les œuvres à venir doivent être dans cet esprit pédagogique, émancipateur, féministe. Et là, on va nous dire, oui, mais il y a quand même des scènes, la vie humaine est tragique, il y a des scènes tragiques qu'il faut représenter quelquefois. Et une des interviewées de ce texte nous dit, oui, mais c'est pas qu'on veut questionner la possibilité de représenter des scènes tragiques, difficiles, mais il faut que l'intention ne soit pas perverse. Eh bien, moi, je suis très curieux de savoir à quoi ressemblerait une police de la littérature surveillant ou dépistant les intentions légitimes par rapport aux intentions perverses. Comment on fait ça exactement, cette surveillance du sous-texte, des arrière-pensées des écrivains les uns et les autres? Et si par ailleurs un homme ou une femme puise dans sa douleur, ses désirs, ses délires, ses tentations, son inavouable, son inavoué, pour écrire finalement un chef-d'œuvre, est-ce qu'on doit proscrire ou déconstruire ou censurer ou mettre à l'index le chef-d'œuvre parce que les intentions qui animeraient son écriture, qui auraient animé son écriture, ne sont pas pures? On est véritablement dans un contrôle idéologique de la littérature et on nous présente ça, encore une fois, sous le signe de l'émancipation. Donc, Madame Bovary serait un mauvais livre parce que Emma Bovary meurt à la toute fin. J'imagine Anna Karénine de Tolstoï, ça serait la même chose aussi parce qu'elle meurt à la fin, la pauvre Anna. Mais ce sont des gens, Mathieu, qui ne connaissent pas c'est quoi l'art. Alors, je vais te dire, quand je lis Madame Bovary, ce qui importe pour moi n'est pas tant le récit, n'est pas tant l'anecdote, n'est pas tant l'histoire de cette femme qui marie un médecin ennuyant. C'est la langue, c'est la qualité de la langue, c'est la forme. Flaubert, c'est un génie, c'est un chef-d'œuvre. Alors, on lit pas un livre pour se faire la leçon et savoir comment devenir un bon citoyen. On lit un livre pour la forme. Voyons. Ben oui, mais n'oublie pas qu'il y a déjà existé une telle chose que la littérature édifiante. Ça, c'était la littérature catholique, dans le mauvais sens du terme, où il s'agissait de prêcher les bonnes valeurs, les bonnes mœurs, les bons comportements. Ne croyons pas que la littérature édifiante a disparu. Elle a simplement changé de drapeau. Elle a changé d'étendard.
Et ce qui est assez fascinant, c'est que là, aujourd'hui, donc l'œuvre d'art elle-même vient se dissoudre dans sa fonction sociale, pédagogique et idéologique. Est-ce que l'œuvre d'art relaie le bon message? Si oui, bravo, formidable. Sinon, à déconstruire. Et là, ce qui est assez fascinant à travers tout cela, finalement, c'est que c'est une entreprise de censure, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Or, dans l'article, on nous explique, comme si on nous prenait un peu pour des nigauds, que c'est pas de la censure pour autant. Non, c'est pas de la censure, c'est autre chose. C'est une sensibilité nouvelle, c'est une découverte nouvelle, c'est un éveil nouveau. Eh bien non, un instant, là. S'il faut désormais encadrer, puis en plus ça vient avec tout le système, soit du temps passant, des bourses aux écrivains, ainsi de suite, c'est pas sans lien, ça vient avec le système des libraires. On a vu, je suis là pour en témoigner, que les libraires ne sont pas purement, ne sont pas vierges de tout préjugé idéologique. Ça. Il se peut quelquefois qu'ils décident de favoriser un ouvrage ou un autre selon les préférences idéologiques qu'ils ont. Ben, ce que l'on voit à travers tout ça, c'est que c'est une morale de l'intention qui vient plomber la littérature. Donc, ces gens-là sont non seulement, je dirais, ne savent pas ce qu'est l'art, mais ils sont souvent incultes. Je te lis un extrait. Pour l'autrice de l'autobiographie Escorte, il en va de même pour la littérature et la culture du viol. Les gens peuvent interpréter l'art qu'ils consomment comme ils le souhaitent. Ce n'est pas pour autant la faute de l'œuvre, tant que celle-ci n'avait pas été créée avec ce genre d'intention. OK, mais on fait ça comment? Je suis curieux. Alors là, on va se mettre à lire quand même, parce qu'on va pas arrêter ça sur la question du féminisme. On va relire les romans de Céline, on va relire des romans de Saul Bellow, on va relire en fait une bonne partie de l'histoire de la littérature, et là, on va partir avec notre espèce de microscope à guetter les intentions dans l'esprit des uns et des autres pour voir ce qui peut passer ou non. Et là, on a, par exemple, évidemment, dans cet article, il y a Madame Martine Delvaux, figure d'autorité de cette mouvance, on pourrait l'appeler le chanoine Delvaux, en quelque sorte, qui vient nous dire que certains discours passent, certains discours ne passent plus. Certains discours sont légitimes aujourd'hui, certains discours ne le sont plus. Alors, on serait en droit de demander à Mme Delvaux de quel droit s'arroge-t-elle ce pouvoir immense de décréter la légitimité autour des œuvres littéraires, oui ou non. On serait en droit de demander qui va fixer véritablement les canons de l'écriture autorisée. Me semble-t-il qu'explorer les tourments de l'âme humaine, fouiller dans l'âme humaine, fouiller dans les grandes tragédies qui habitent l'âme humaine, me semble-t-il que ce n'est ni la prérogative du masculin, ni la prérogative du féminin. Qu'avec ça, on touche véritablement à la fonction première de la littérature, c'est dévoiler que le monde est toujours plus complexe qu'on ne le croit, que le monde ne rentre jamais dans une seule catégorie idéologique, que finalement, on croyait tout savoir, finalement, on ne sait rien, que l'homme le plus noble a une part sombre en lui, que l'homme le pire porte en lui une part de lumière. Ça, la littérature servait traditionnellement, si on voulait lui prêter une fonction, c'était cette fonction de découverte et de connaissance de l'âme humaine. Apparemment non, c'est le retour de la littérature édifiante, désormais sous l'étendard du féminisme. Ils sont pas capables d'avoir un deuxième degré. Je me souviens, moi, Bret Easton Ellis, un grand écrivain américain qui avait écrit American Psycho, l'histoire d'un tueur en série qui s'attaque à des femmes, qui les découpe en morceaux avec des scies mécaniques. Bon, ça, c'est le premier niveau, mais il y avait une critique du capitalisme, il y avait une critique du néolibéralisme à travers ce texte-là qui était jouissif. Et je me souviens, on n'avait pas le droit, quand j'allais chercher American Psycho, parce que je suis un fan de Bret Easton Ellis, il fallait que tu le demandes au libraire, le libraire te le donnait, je te jure, dans un sac brun. OK, il avait pas le droit de le mettre sur les rayons, alors que c'est une œuvre majeure de la littérature américaine moderne. Tu dis, les gens prennent les choses au premier degré. Il me semble que l'art demande une certaine distance, une certaine ironie, un certain deuxième degré, une interprétation. Mais le propre, à mon avis, d'une logique totalitaire, parce que c'est de ça dont on parle, il faut être sérieux, c'est une logique totalitaire, c'est un contrôle intégral du sens. C'est l'abolition de la polysémie. C'est le contrôle intégral du sens qu'on veut prêter à un événement, à une intention. C'est le contrôle intégral du sens qu'on peut prêter à la signification d'un conflit, d'une querelle. On en vient à oublier que lorsqu'il y a un conflit, le problème, c'est que normalement, les deux sont convaincus d'avoir raison. Les deux sont convaincus d'avoir raison lorsqu'ils se battent. La littérature, normalement, savait justement nous éclairer. Quand on lit, par exemple, Milan Kundera, il y a quand même ce génie de dévoiler la diversité des regards sur une même situation, et on voit que finalement, l'être humain est condamné à pas se comprendre. Hein?
On pourrait retenir ça de l'œuvre de Kundera. Eh bien non, sous le signe de la littérature édifiante, désormais, il faut prêcher les bonnes valeurs. Mais c'est anti-littéraire, c'est anti-culturel, c'est exagérément idéologique. Ensuite, évidemment qu'il y a des valeurs dans une œuvre, évidemment qu'il y a des tendances, mais là, on va quand même pas se mettre à juger une œuvre en fonction des préférences idéologiques ou non de son auteur. Non, mais il y a sur des œuvres magnifiques portées par des êtres qui étaient assez odieux. Ça existe aussi. Il y a rien de plus plate qu'un film qui est un sermon. Finalement, qui essaie de véhiculer des bonnes valeurs, puis tout ça, puis de faire de toi un meilleur citoyen. Il y a rien de plus assommant que ça. Oui, puis en dernière instance, ça fait pas des bons citoyens, ça fait des bons endormis. Et c'est pour ça que me semble-t-il que cette idée, justement, que la culture générale, la vraie culture générale, donc l'histoire, la littérature, le droit, un peu de science quand même, un peu de science politique, tout ça, ça contribue à former l'esprit à la complexité humaine. Mais on a l'impression qu'on est contemporain aujourd'hui d'un retour, justement, de cette littérature qui se veut engagée, mais engagée à un point tel qu'elle n'est plus littérature. Elle est désormais instrument militant. Et j'ajouterais que dès que la pensée elle-même se perd dans cette espèce de travers militant, lorsqu'elle décide, même sous le signe de la mauvaise foi, de dire c'est une chose qu'on va dire et c'est tout, eh bien, on n'est plus dans la pensée, on n'est plus dans la littérature. Donc moi, quand je vois ça, puis je veux dire, en plus, il y a toute la question de la représentation du désir. Ah, ça, c'est quand même assez important. Dire l'homme ne désire pas comme la femme et la femme ne désire pas comme l'homme. Dans cette dans cette conflictualité du désir, eh bien, naissent les plus grandes histoires, les plus grandes passions, les plus grandes tensions, naissent aussi les plus grandes déceptions, les plus grandes tristesses, les plus grands déchirements. Bon, eh bien, s'il faut décider que dans cette conflictualité du désir, dans le fait que la représentation du désir masculin et féminin, il faut l'abolir parce que l'un serait oppresseur et l'autre serait oppressé, l'un serait dominant, l'autre serait dominé, eh bien, on vient abolir la possibilité même de se représenter cette plongée dans les sentiments humains qui font que l'homme désire la femme et la femme désire l'homme et les deux ne se désirent pas de la même manière et ça finit par donner quelque chose qui est toujours un peu en montagne russe. Bon, mais c'est quand même assez fascinant de se plonger là-dedans. Qu'est-ce qui est explorer la logique du désir? Alors, eh bien non, parce qu'apparemment, il faudrait dépister partout les rapports de domination, où qu'ils soient. C'est d'un ennui mortel, c'est périssant d'ennui, comme dirait l'autre, et pourtant on nous présente ça comme une grande avancée de la connaissance. Ah non, moi, devant cet ennui-là, j'aurais le goût de faire comme Emma Bovary et manger de la mort au rat. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Il faut plutôt regarder tout cela, rire devant cela et lire Louis-Ferdinand Céline ou encore écouter quelque chose de vraiment inacceptable ou lire quelque chose de vraiment inacceptable pour dire nous n'acceptons pas vos règles. Merci beaucoup. C'est fou comme Paris silencieuse aujourd'hui. Merci. Bye bye. Merci, salut Mathieu. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Si j'étais un robot sexy, j'aurais toujours ce que je veux. Mais avec Fizz, tout le monde peut avoir le forfait de son choix. Mon petit chou. Fizz a des forfaits mobiles et Internet à un prix juste pour vous. En plus, il n'y a pas de contrat. Détails au fizz.ca. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Alors Mathieu, tu es un homme de lettres jusqu'au bout. Hier, on a parlé de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Aujourd'hui, on continue avec une autre œuvre importante de la littérature francophone, c'est-à-dire ce poème qui rend hommage à Will Prosper. Oui, un poème de Jeanne-Marie Rugira, qui est une professeure, soit dit en passant, en éducation, si je ne me trompe pas, dans une université québécoise, et un poème, mais digne de ce qu'on appelait autrefois, mais des poèmes prolétariens, hein, les poèmes en l'honneur du prolétariat, les poèmes en l'honneur des grands dirigeants qui inspiraient la révolution socialiste. L'ode aux camarades Staline d'autrefois. Mais là, cette fois-là, ça s'appelle l'ode aux camarades Prosper. Et le vrai titre, c'est « Je suis Will Prosper ». Alors, permets-moi de t'en lire quelques extraits parce que je trouve qu'on n'a pas porté assez d'attention à ce poème qui nous dit dans quel monde parallèle évoluent les solidaires Projet Montréal, Montréal-Nord République, NPD de ce monde, cette espèce de secte woke qui se fait passer quelquefois
pour des gens éclairés. Alors, je t'en lis des extraits bouleversants. Je suis Will Prosper. Je suis un homme noble, je suis un homme digne, je suis un homme intègre, je suis un homme monde, je suis un éternel apprenant. Hein? Là, ça parle soudainement comme les sciences de l'éducation, un commentaire du commentateur. Je suis toujours en marche, je suis un apprentissage qui sillonne des rues de Montréal-Nord depuis des décennies, qui travaille sans relâche pour faire advenir un monde nouveau. Alors ça, c'est le premier paragraphe. La première strophe. On pourrait lire chacune d'entre elles. Et le défi pour celui qui lit ça, c'est de ne pas rire aux éclats, un rire à la fois cruel et désespéré. Mais ça nous en dit beaucoup, donc, sur cette espèce d'art militant dont on parlait hier. Donc, franchement, on lit ça, c'est d'une nullité stylistique effrayante. Nul, c'est nul. Nullité intellectuelle navrante. C'est bête, mais c'est bête à manger du foin. Bon. Or là, on nous présente ça, et le collectif décolonial, antiraciste décolonial de QS nous présente ça comme un texte inspirant, censé réveiller en nous la flamme révolutionnaire, le désir de changer le monde. Mais c'est d'une bêtise époustouflante et on le lit, donc c'est laid, c'est moche, c'est sans intelligence, c'est sans intérêt, et ça nous présente Will Prosper comme une forme de figure christique. C'est une figure rédemptrice. C'est l'homme par qui adviendra à la fois la vengeance et la rédemption. C'est l'homme bon et noble, c'est l'homme pur qui vient nous délivrer, nous les impurs, à travers son procès d'une société injuste. À travers tout cela, détail, mais ce n'est qu'un détail, le fait que cet homme, selon la GRC, a probablement laissé couler des informations à des gens du crime organisé, à des gens des gangs de rue. On n'en est pas certain, mais à tout le moins c'est un soupçon suffisamment fort pour l'avoir fait démissionner. Ça n'existe pas tout cela, comme nous dit une autre militante du collectif antiraciste décolonial. Ce n'est qu'une manifestation de racisme systémique. Alors là, on est dans un monde parallèle où plus l'homme est critiqué pour ce qu'il a fait, plus il est sacralisé. Ce qui nous vaut un autre passage. Permets-moi de le citer parce qu'il est magnifique. Je suis Will Prosper, je suis un homme baobab, je suis le fier père de Sankara, je suis le frère de Malcolm X, de Martin Luther King et de Nelson Mandela. On joue quand même dans les grandes ligues, commentaire du commentateur. De Frantz Fanon et du magnifique Édouard Glissant, je suis l'ami et le frère d'Angela Davis, de Maya Angelou et d'Aminata Traoré, de Wangari Maathai et de Leonora Miano. Non mais on a ça au Québec, faut le dire quand même. Le Christ est né quelque part autour de l'an 0 en Palestine. Eh ben non, il vient de réapparaître à Montréal-Nord quelque part au début des années 80, fin 70, et c'est Will Prosper, la nouvelle figure christique de l'humanité rédemptrice, chez nous, Montréal-Nord, qui porte la parole vengeresse et la parole rédemptrice pour nous, Québécois, souillés par le racisme systémique. Mais écoute, on dirait le héros du film Black Panther, là, tu sais, le super-héros africain. Je suis un homme baobab. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis un homme baobab. Moi, je trouvais surtout que Will Prosper, à force de se plaindre de jouer la victime, c'est surtout que je suis un homme saoul pleureur. Hein, soyons honnêtes. Tant qu'être un arbre, on est plutôt ici devant un homme qui a les glandes lacrymales développées de manière maximale. C'est quand même l'impression qu'il nous fait. Mais non, justement, c'est la figure rédemptrice. Et c'est ça qui me fascine, c'est qu'on est dans le langage religieux. On est dans un langage christique. On est dans un langage de la condamnation des impurs et de sacralisation du pur. Et plus la faute est grave, et c'est une faute grave qu'on a reproché à M. Prosper, comme je dis, ce qui l'a poussé à démissionner. On n'en est pas certain qu'il l'a amené pendant 20 ans à avoir un récit sur sa démission de la GRC, qui était un récit enchanté, un récit qui, en d'autres circonstances, aurait été qualifié de fake news grossière, probablement. On n'en est pas certain, mais à tout le moins plusieurs le croient. Eh bien là, on est devant, ce n'est plus une fake news, c'était un récit pour dévoiler la vérité intime d'un homme qui avait été empêché d'advenir à lui-même par notre société systémiquement raciste. D'ailleurs, il l'a dit, Sophie le notait dans une chronique il y a quelques jours, à Montréal-Nord, il n'aurait pas eu la chance de découvrir qu'il voulait devenir cinéaste. La société québécoise est tellement concentrationnaire qu'elle ne permettrait pas aux enfants de Montréal-Nord d'espérer un rêve de documentariste, de cinéaste, et ainsi de suite. Mais ça, à la rigueur, comme je dis, c'est M. Prosper, qui est probablement un homme avec ses qualités et ses défauts. Tous les hommes, même les plus critiquables, ont une part légitime, une part noble. J'en doute pas qu'il y ait quelque chose de bien chez cet homme. C'est pas la question. L'enjeu, c'est ce poème débile, des majuscules. C'est cette espèce de pseudo-poème qui se veut une œuvre lyrique, qui se veut une œuvre poétique, mais qui est véritablement, ça nous rappelle, pour peu qu'on connaisse un peu l'art prolétarien, l'art maoïste, les chants aux camarades Staline, les odes au président Mao,
Eh bien, c'est ça qu'on a devant nous en ce moment. Et ces gens-là le présentent sans gêne, sans honte. Ils n'ont même pas le deuxième degré qui leur permettrait de dire « Oups, c'est ridicule, c'est ridicule. » Mais tu sais, quand on le compare à Nelson Mandela, je m'excuse, mais c'est à vomir. Nelson Mandela, il a risqué sa vie, il a risqué sa peau, il a risqué sa liberté, il en a payé un prix très fort. Ça, c'est du courage. Monsieur Prosper, il a risqué quoi? On risque quoi aujourd'hui au Québec à dire, à hurler avec les loups et à dire qu'il y a du racisme systémique puis tout ça? Qu'est-ce qu'on risque? Rien. Au contraire, tu vas avoir une promotion, tu vas être nommé chroniqueur dans tel journal ou à telle radio ou à telle télévision. Tu ne risques rien. C'est bon pour ta carrière de dire ça. Mais évidemment, mais c'est tout le génie du wokisme que de présenter les persécuteurs comme des persécutés. C'est tout le génie du wokisme que de présenter les plus conformistes comme les dissidents absolus. Et là, on est devant ça. Donc, c'est pas un homme de... Moi, tu dis, toi, ça te fait vomir la comparaison avec Nelson Mandela. Moi, j'y peux rien, ça me fait rire. Je me dis, je crois que c'est André Laurando qui disait, c'est Émile Robichaud qui m'a rapporté ces paroles. Il dit, à un tel niveau, la bêtise devient inatteignable. Ah, c'est formidable. Parce que là, on est devant une bêtise himalayesque. Ce poème, c'est de la bêtise himalayesque. Ce poème, c'est pas sérieux. Ce poème, c'est une mauvaise blague. Mais le drame des gens qui n'ont pas un minimum d'humour, un minimum de second degré, un minimum d'esprit critique, une capacité de se moquer, c'est qu'ils ne voient pas leur propre ridicule. Ils ne voient pas leur propre ridicule. Et c'est ça qui est terrible dans ce truc-là. Mais dans un petit milieu, là, le milieu de la wokerie montréalaise, disons ça comme ça, eh bien là, c'était relayé, ce poème. Mais justement, c'est ce que je voulais dire. En terminant, je voulais dire ça. Si tu veux déprimer solide, là, si vous voulez déprimer solide à la maison, le poème, allez voir le nombre de partages qu'il y a eu. Il y a des gens qui l'ont partagé, qui l'ont mis sur le site. Écoute, Manon Barbeau, la documentariste, la cinéaste Manon Barbeau, a mis ça sur sa page Facebook en disant que c'était un grand poème. Allô? Oui, mais moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Tous ceux qui ont un minimum d'intelligence esthétique ont soit ri, soit eu un malaise. Mais ensuite, il y a ceux qui ont affiché, qui ont fait un like, le likeage comme code social, tout simplement parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient dans le camp des vertueux. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'on est devant le 18e sous-sol de l'œuvre d'art. Mais pour témoigner de leur adhésion au comportement idéologique obligatoire du moment, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le petit like, ils partagent, ils en disent du bien. Ils se sentent bien d'en dire du bien parce qu'eux ont vu la beauté christique de Will Prosper, le candidat à la mairie de Montréal-Nord, qui a un petit passé trouble à la GRC. Eux ont vu au-delà de tout, ils ont vu le racisme systémique qui jouait contre lui. Derrière tout cela, il y a simplement du signalement moral. C'est la nouvelle morale de l'époque. Il y a eu autrefois la grande noirceur. Aujourd'hui, on a la grande wokerie. Elle est franchement plus désagréable que les curés d'hier. Mais c'est ça. Regardez comment je suis bien. Regardez, j'ai mis ce poème-là qui est nul, qui est épouvantable. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Alors voilà, ça suffit. C'est ma façon de lutter contre le méchant racisme systémique. Merci beaucoup, Mathieu, et salut les cousins français de notre part. Robot sexy, j'aurai toujours ce que je veux. Mais avec Fizz, tout le monde peut avoir le forfait de son choix. Mon petit chou. Fizz a des forfaits mobiles et Internet à un prix juste pour vous. En plus, il n'y a pas de contrat. Détails au fizz.ca. Je suis né au Québec. Mon père travaillait à l'usine GM de Sainte-Thérèse. Quand on est l'aîné et qu'on perd sa mère à 9 ans, on apprend vite à s'occuper des plus jeunes. Je comprends les familles de la classe moyenne du Québec, car c'est de là que je viens. Je m'appelle Aaron O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada, et aujourd'hui, je veux prendre soin de notre pays. Le Parti conservateur du Canada. Agir pour le Québec. Approuvé et payé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Mathieu, tu es en France depuis plus d'une semaine, donc tu utilises le passeport vaccinal. Comment ça se passe? Alors, je précise que je ne l'ai reçu qu'hier soir. Alors, Depuis pendant 10 jours, j'ai présenté à chaque endroit mon code QR québécois en montrant chaque fois la date de la deuxième dose. Et chaque fois, ça fonctionnait. Donc, chaque fois, on me disait, montrez-moi la date de votre deuxième dose. Je vous montrais ça. Je disais, je peux vous montrer aussi le passeport, le permis de conduire pour confirmer mon identité. Puis bon, à partir nul besoin de terme d'assistance.
je présentais ça, mais depuis hier, j'ai mon passeport vaccinal français. D'une certaine manière, ça annonce l'année à traverser ici. Est-ce que il y a des achalandages? Est-ce que les gens doivent faire la queue? Est-ce que ça ralentit tout le monde ou ça se fait relativement rapidement avec l'ancienne méthode là, que tu utilisais? Non, ça se passait très bien. C'est-à-dire, c'est quelques secondes. Sur le plan pratique, c'est pas la fin du monde, ce passeport-là. C'est-à-dire que c'est désagréable. Le problème, tu connais ma thèse là-dessus, c'est que ça va survivre à la crise, j'en suis certain. Parce que les impôts temporaires deviennent permanents. J'ai tendance à croire que d'une manière ou de l'autre, on va y voir une certaine utilité pour la santé publique. Et moi, Attends, Mathieu, là, on est en train de te perdre. T'es en train de tomber dans le côté sombre de la force. Es-tu en train de dire là, que tu vois dans le complot là, que comme quoi ça va rester malgré... Non, c'est pas un complot du tout. C'est pas un complot du tout. Moi, en ces matières-là, c'est pas ça. Je pense simplement qu'une décision comme celle-là, c'est un instrument de plus. Je pense pas que c'est mal intentionné. Je pense que dans les circonstances présentes pour sortir de la pandémie, plusieurs voient le passeport vaccinal une manière d'accélérer la sortie de la pandémie. Ce que je redoute, mais c'est pas sur la mode d'une conspiration, c'est simplement qu'une fois que c'est là, il n'est pas interdit de penser que certains, que les pouvoirs vont dire, c'est finalement utile. La pandémie, il y aura plusieurs vagues dans les années à venir. On ne sait pas ce qui va venir. Ça peut toujours être utile. Donc, surtout, j'appelle ça la société du checkpoint permanent. On rentre au café, on présente son passeport. On rentre ici, on présente son passeport. Ensuite, j'en fais pas une question de scandale. Je me rallie pas du tout aux manifestations qui, d'une manière ou de l'autre, se braquent sur ça. Mais je pense qu'il y a plus de dérives qu'on ne le croit dans cette décision. Donc, est-ce qu'on va devoir à un moment donné crier liberté? Non, je me contente d'écrire liberté de belle manière et souvent de les écrire au pluriel. Mais non, c'est pas, je suis pas de tendance, j'ai jamais été particulièrement de tendance libertarienne, mais depuis le début, moi j'ai pas changé de position là-dessus, autant que je suis pour la vaccination massive, sans le moindre doute, 3e dose s'il le faut, en ces matières on s'adapte, et je suis contre toute forme de reconfinement. J'espérais qu'on se passerait d'un tel passeport. Puisqu'il y est, ma position par rapport à ça n'est pas très originale. Je pense qu'on doit avoir un débat régulier aux 3 mois à l'Assemblée nationale pour discuter de ça. Est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on en finit avec lui? Il faut pas qu'on s'habitue à ce passeport, tout comme on ne doit pas s'habituer au masque, tout comme on ne doit pas s'habituer au couvre-feu. Donc, je vois simplement là-dessus une forme de réserve libérale au sens classique du terme, devant ce qui est quand même un instrument d'encadrement sanitaire des populations. Les circonstances l'exigent peut-être, mais il faut s'assurer que ça ne survive pas aux circonstances. C'est ma petite réserve significative, mais qui n'est pas passionnée par rapport à ça. Alors donc, la pandémie nous menace, les lois liberticides nous menacent aussi, la polarisation nous menace. Et j'amène mon prochain sujet. Oui. Mon prochain sujet, donc, Penelope McQuaid commencé sa 3e saison à Radio-Canada en disant qu'elle va contribuer à apaiser la société québécoise qui souffre de polarisation extrême. Parce que, tu sais, toi, tu es un agent de polarisation, je suis un agent de polarisation, mais elle va être un agent de réconciliation et d'apaisement. Qu'est-ce que tu en penses? Sans quoi Mme McQuaid témoigne du fait qu'elle a un sens de l'humour. Du moins, si c'était une blague. Parce que dans les faits, Mme McQuaid, qui est une femme fort honorable, il n'y a pas de doute là-dessus, est un agent de radicalisation. Moi, de mon point de vue, Penelope McQuaid, qui est une femme intelligente, il n'y a pas de doute, mais c'est la très controversée Penelope McQuaid. Penelope McQuaid, c'est le tribunal woke radio-canadien. Son émission, c'est une émission qui est consacrée au procès en permanence de tout ce qui dévie de la ligne idéologique du moment. L'émission de Penelope McQuaid, c'est l'émission où on a eu, faut pas l'oublier, une émission sur Robin DiAngelo avec 4 personnes qui étaient favorables, 3 ou 4, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais favorables à Robin DiAngelo, aucun contradicteur. Alors, ensuite, elle invite de temps en temps un contradicteur, j'ai eu ce privilège, il y en a quelques autres de temps en temps, mais elle a déjà reçu Jemila Benhabib. Mais Mme McQuaid, et je le dis avec sincèrement, sans vouloir la provoquer, elle devrait se demander dans quelle mesure elle est probablement un des agents de polarisation et de radicalisation les plus actifs au Québec. Et ça arrive quand on considère, quand elle avait dit, par exemple, dans son émission sur la fragilité blanche, que puisque toutes les sociétés nord-américaines sont fondées sur le racisme, pourquoi le Québec ferait-il l'économie de cela? Les Québécois ne lisent pas le livre Fragilité blanche et on les réserve par rapport à ça parce qu'il y a peut-être quelque chose de toxique, une forme de résidu raciste ou xénophobe dans notre conscience collective.
Mme McQuaid a des propos polarisants régulièrement. Alors, si elle se présente comme la réconciliatrice, moi, je me présente comme le danseur de ballet le plus élégant et le plus svelte de l'histoire du ballet. Bon, mais le pire, c'est que l'idéal en lui-même d'une discussion moins polarisée est tout à fait légitime. Ne serait-ce que voir comment on a commencé notre échange. Je confesse des réserves sur le passeport vaccinal. Tu y es favorable. On s'est pas lancé des noms, on s'est pas lancé des grenades de rhétorique, on s'est pas insulté. On a avancé nos arguments l'un l'autre et puis parfait. On a constaté un désaccord raisonnable et qui n'est pas exagéré. On n'a pas senti le besoin de l'idéologiser à outrance. On est passé à autre chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est quel est le principal agent de polarisation dans notre société? C'est quand même la mouvance woke. C'est le paradoxe. Parce qu'on va nous dire, oui, mais il y a les complotistes, il y a l'extrême droite et tout ça. Un instant. Ceux qui fixent les paramètres du débat public, ce sont les catégories sociales cultivées, diplômées, qui ont accès à la parole publique. Et qui maîtrisent principalement l'université, les grands médias d'État et ceux qui gravitent autour de ça, donc la presse par exemple, le Devoir de plus en plus hélas. Donc, les catégories de l'hégémonie idéologique sont fixées là. C'est dans ces milieux-là qu'on a tendance à assimiler à la xénophobie, au racisme systémique, au profilage racial, tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, contredit l'idéologie dominante. Alors, si nos amis de Radio-Canada, si Mme McQuaid, surtout, veut travailler à dépolariser, qu'elle fasse un devoir de toujours rajouter des guillemets à chacun des concepts polémiques qu'elle lance dans l'espace public comme s'ils allaient de soi, qu'elle accepte dans ses émissions des contradicteurs. Par exemple, sur la théorie du genre, il serait bien qu'elle accepte des gens comme, je pense, Annie-Ève Collin, j'espère ne pas massacrer son nom, oui. Ça peut être Réa Jean, ça peut être Nadia El Mabrouk, qu'elle les invite à son émission et qu'elle discute avec eux et elle, dans des circonstances, de la théorie du genre, qu'elle accepte de recevoir à son émission un Frédéric Lacroix sur la question linguistique, qu'elle accepte de recevoir régulièrement dans ses panels de discussion des figures culturellement conservatrices, qu'elle invite Sophie comme chroniqueuse culturelle et chroniqueuse libre, ce serait très intéressant, ça permettrait de pluraliser le débat public. Un débat Pénélope McQuaid, Sophie Durocher, loin des fléchettes, loin des dagues, ça serait pas intéressant, mais encore là, il faut que les invitations viennent, or elles ne viennent pas souvent. Et Mathieu, Roméo Bouchard, le grand défenseur des régions, qui a écrit sur sa page Facebook, qui est très actif sur les médias sociaux, il dit, écoute, le Pénélope McQuaid qui veut être un agent d'apaisement, c'est comme un pyromane qui veut devenir pompier. Et il dit, ce sont justement des animateurs, des animatrices comme Pénélope McQuaid et comme Marie-Louise Arsenault qui polarisent la société. Et là, eux autres, apaiser la société, ça veut dire amener les gens qui ne pensent pas comme eux à penser comme eux. Tu comprends? Ah oui, fait que c'est ça l'apaisement. L'apaisement, c'est pas reconnaître qu'il y a des différences. Je reconnais que tu penses pas comme moi. Non, non. L'apaisement, pour eux, c'est de t'amener à penser comme elle. Ah, bien sûr, mais l'apaisement, c'est pense comme moi, et puis ensuite on aura la paix. Ben, je peux comprendre. Mais c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en démocratie, on n'est pas en guerre, tout le moins pas pour l'instant. En démocratie, eh bien, il faut accepter que la présence de l'autre pôle dans l'espace public est insurmontable. Il y aura toujours des gens qui verront pas les choses comme moi, parce qu'il est dans la nature des choses que les hommes et les femmes ne hiérarchisent pas leurs valeurs de la même manière. Il est normal que des gens donnent plus d'importance à la liberté qu'à l'égalité. Il est normal, à l'inverse, que des gens donnent plus d'importance à l'égalité qu'à la liberté. Certains au cosmopolitisme, d'autres à l'enracinement. La nature humaine est fracturée, la nature humaine est complexe et il faut accepter l'idée qu'il y a de la légitimité dans chaque camp. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on doit se coucher devant l'autre. Si je suis nationaliste, si je suis plutôt conservateur, c'est parce que je crois que j'ai raison. Mais je sais que la personne devant moi est convaincue d'avoir raison aussi. Donc je dois me dire que je ne suis pas devant un agent qui, d'une manière ou de l'autre, est un pur agent de radicalisation, comme les chroniqueurs, les méchants chroniqueurs nationalistes dont on parle quelquefois. Non, mais qu'ils fassent le débat, qu'ils acceptent de débattre autrement qu'en collant des étiquettes malveillantes ou infamantes, et puis là, on en parlera. Mais pour eux, effectivement, trop souvent, la réconciliation, c'est être d'accord avec eux. C'est une forme de conversion, c'est embrasser l'anneau du pêcheur, l'anneau papal. Bon, non, je suis désolé. Il va falloir qu'ils acceptent de vivre avec une contradiction qu'ils jugeront légitime, et puis là, on pourra parler de réconciliation. La vraie réconciliation, c'est pas quand on pense tous pareil, c'est quand on est capable de parler sans pour autant en venir aux insultes. Tout à fait. Écoute, en terminant, tu fais tes débuts à la télé française après-demain, non? En fait, j'ai commencé ce matin comme à l'éditorial, à la matinale de CNews.
Et j'ai participé ensuite à l'émission de Pascal Praud. Demain, je fais Laurence Ferrari. Et mon émission commence samedi soir à 20h, heure de Paris. Et le lendemain, je participe à l'équipe d'interview d'Europe 1 pour le grand rendez-vous. Donc, wow! Écoute, ben, ton émission, tu vas animer une émission hebdomadaire, on le sait bien. Oui. Donc, après-demain, tu des papillons. Tu fais premièrement ce qu'on appelle en bon anglais un run-through, c'est-à-dire une fausse émission là, pour t'habituer à la mécanique. Oui, on est dans tout ça en ce moment. On est dans tout ça, disons, à bon rythme, pour le dire ainsi. Et je bascule entre 60... Mais les proportions, c'est 70% d'enthousiasme, 30% de trac. Mais dans 15 secondes, c'est 70% de trac et 30% d'enthousiasme. Et si ça bascule comme ça, moi qui ai normalement une humeur assez stable, en ce moment, je ressemble sur le plan psychologique et émotionnel à des montagnes russes. Ah oui, ça doit. Écoute, vraiment. Et on va pouvoir, ces news, on va pouvoir, est-ce que il y a quelqu'un qui va mettre ça sur YouTube? On va pouvoir te voir? Je crois comprendre que oui. Je crois comprendre que oui. Ces choses-là se font assez pratiquement, même pas besoin de demander aujourd'hui. Ça se fait un peu naturellement. Et je sais que c'est possible d'attraper ces news à la maison. Ça, j'ai des amis qui l'écoutent. Je peux pas expliquer comment exactement. En matière technologique, moi, je suis encore au téléphone à cadran. Avec un VPN, je crois, là. Avec un VPN, je pense qu'on peut capter le téléphone à cadran. Très drôle. Ben, écoute, de toute façon, on se reparle demain, la veille de ta grande rentrée. Merci beaucoup, cher agent de polarisation, Mathieu Bock-Côté. Salut. Tomber sous le charme de Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda. Conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fiers de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, nous avons contacté Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour, ça va? Très bien. Écoute, 4 petits mots. Nos frères, les talibans. 4 petits mots. Qu'est-ce que ça te dit, toi, ces petits mots-là? Est-ce que c'est seulement qu'une erreur, un lapsus, ou alors il y a anguille sous roche? Ah, mais c'est terriblement révélateur de ce qu'est le Canada. C'est-à-dire que lorsque Mme Monsef dit « nos frères les talibans », là, on parle souvent de la question du « nous », hein, c'est-à-dire c'est quoi le nous, un nous inclusif, un nous ci, un nous ça. Mais le nous de référence de Mme Monsef lorsqu'elle parle ainsi, puis en plus elle se cache derrière en disant ce sont les codes culturels, c'est une différence culturelle. Le nous mental, le nous identitaire, le nous de référence de Mme Monsef, ce n'est pas le Canada, c'est la communauté afghane, c'est le peuple afghan. C'est l'Afghanistan comme communauté de référence. Et dans son esprit, les talibans, ce sont à la rigueur des frères ennemis, des frères avec qui on est en conflit, mais ce sont des frères. Donc, on voit vraiment la logique communautariste et multiculturaliste du Canada poussée à l'extrême, c'est-à-dire que pour elle, son espace de référence mentale, ce n'est pas le Québec, c'est pas le Canada, c'est la communauté afghane. S'ajoute à ça une autre chose tout aussi grave, c'est qu'elle est nommée au cabinet en quel titre finalement? On comprend qu'elle est nommée au cabinet en tant que quota. C'est un quota communautaire, c'est un quota ethnoculturel qui, au cabinet, non pas pour ses compétences, non pas pour ses qualités, mais parce qu'elle représente une communauté dans un pays multiculturaliste qui s'imagine qu'on doit avoir des représentants de communauté au cabinet. Ça, pour moi, c'est assez révélateur de la logique canadienne, mais c'est une bêtise exceptionnelle sur le plan international. Il ne faut pas oublier que là, on est quand même dans une situation, une vraie crise diplomatique, une vraie crise militaire, et on a ici le multiculturalisme canadien qui, poussé jusqu'à son sommet, nous empêche de voir la réalité des choses, c'est que les talibans ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis. Il y a des centaines, il y a plus de 100 soldats canadiens qui sont morts dans cette guerre. Parler d'eux comme de nos frères, ça nous montre bien à quel point ce pays a perdu la tête. Oui, et c'est une vision complètement bisounours du monde aussi, là. Je parlais un peu plus tôt avec Jean-François Guérin de LCN de ce manège à Disney World, It's a Small World After All, où tu as des poupées de différents pays qui chantent cette chanson-là en boucle. Il y a un côté, on est tous des amis, on est tous bisounours. Il y a un côté CPE. Le monde comme un gros CPE. Absolument. Puis il y a un oubli de la diversité profonde du monde. C'est-à-dire que on nous parle tout le temps de diversité. La vraie diversité du monde, c'est la diversité des peuples, des civilisations, des religions, des États,
Les talibans, en ce moment, pourquoi ils réussissent à reprendre le pouvoir? C'est pas simplement à cause de leur génie stratégique, c'est parce qu'ils sont soutenus par une proportion très significative des Afghans. Au-delà de 80%, 85% disent plusieurs, 90% disent d'autres. Les Afghans sont favorables à la charia. Ils redoutent peut-être les talibans en disant que c'est une charia exagérément appliquée. Ils se disent peut-être qu'ils préféraient que ça vienne sans la violence, et ainsi de suite. Mais sur le fond des choses, on est devant des différences culturelles profondes. Si la famille de Mme Monsef a quitté l'Afghanistan et passé par l'Iran pour finalement s'établir au Canada, c'est parce qu'elle y voyait, à ce que tu peux supposer, un espace de liberté, un espace où il est possible d'exister autrement que dans des catégories religieuses programmées par la charia. La charia dont elle a apparemment déjà dit du bien, ça reste à confirmer, mais ce serait intéressant de le confirmer. Quoi qu'il en soit, Mme Monsef, là-dedans, vit dans un pays dont la culture, au-delà de tout le Canada, comme je dis, je vais le quitter, mais c'est pas le goulag, c'est un pays de fous, mais c'est pas le goulag, mais c'est un pays qui rend possible l'existence d'une femme comme elle, qui rend possible l'existence de la liberté des femmes, mais c'est ancré dans une culture, c'est ancré dans une civilisation. Elle a fui une civilisation pour en trouver une autre. Elle a fui un pays pour en trouver un autre. Nous dire ici ensuite, nos frères les talibans, ça nous montre bien à quel point sur le fond des choses, le Canada a un côté maison artificielle, maison bisounours, on va accueillir toute la diversité du monde dans sa dimension ludique, dans sa dimension joyeuse et folklorique. La réalité des choses, c'est que devant la diversité du monde réel, c'est-à-dire les talibans qui viennent reprendre le pouvoir et qui établissent un régime totalitaire à Kaboul, Mme Monsef aurait dû se rappeler que sa fidélité première, c'est au cabinet, c'est au gouvernement canadien, c'est à l'État canadien, c'est pas à ses frères talibans. Écoute, elle a écrit, il y a un ami Facebook à moi qui m'a envoyé un tweet qu'elle a écrit, je sais pas quand, et elle dit la charia me fascine. Elle dit, c'est écrit, là, noir sur blanc. Oui, non, mais ça, je crois que c'est un tweet de 2013. C'est simplement que j'ai vu circuler ce tweet. Je veux simplement l'authentifier avant d'en dire davantage. Mais ce qu'elle nous dit là-dedans, c'est que la charia la fascine. Et là, on a envie de dire, mais chère madame, il y a plein d'endroits dans le monde où la charia non seulement fascine, mais la règle. Mais sinon, si vous voulez vivre au Canada, c'est un pays qui vous a accueilli, qui a accueilli votre famille alors que vous étiez des réfugiés, vous pourriez avoir la politesse élémentaire, la décence, le respect de ne pas dire du bien de la charia. Vous pourriez avoir la politesse, la décence élémentaire de ne pas considérer que les talibans sont vos frères. Vous pourriez avoir une loyauté première à l'État canadien et ne pas penser dans ces termes-là. J'ajoute, tu l'auras noté, que c'est pas une phrase qui est sortie dans le vide, c'était dans son script. Donc, manifestement, il y a des gens qui ont tenu la plume pour elle, qui ont pensé dans ces catégories-là. On n'est pas devant une dérive, on n'est pas devant un accident, on est devant un révélateur. Et pour moi, ça, c'est assez important. Et je trouve que les conservateurs ont été très faibles dans leur critique, encore une fois. Les conservateurs qui ont tellement... Au Canada, le pouvoir idéologique appartient au Parti libéral. Et les conservateurs ont le droit d'être en désaccord économiquement avec le Parti libéral, mais pas sur le reste. Ils auraient eu une bonne occasion de critiquer, de condamner le multiculturalisme fou de ce pays, mais les conservateurs sont eux-mêmes inhibés par cette idéologie. Ils y adhèrent dans une version plus modérée, mais ils ne sont pas capables de la critiquer. Pour moi, c'est quand même un révélateur quand même assez de la nature profonde de ce pays. C'est tout sauf un fait divers ce qui est arrivé. Mais tout à fait. Et tu sais qu'elle est ministre, pas le ministère de la Condition féminine, c'est le ministère de l'égalité des genres. Donc, on parle ici on parle homme-femme, non-binaire, transgenre, LGBT. Tu sais, c'est ça, là. C'est très justin. C'est l'absurdité. C'est la pensée woke à la puissance 1000. C'est-à-dire que dans les faits, madame, elle embrasse toute la diversité des situations, la diversité des genres, la diversité des ci, la diversité des ça, mais elle dit nos frères, les talibans, qui sont quand même non seulement une organisation terroriste, bon, ça c'est une chose, effectivement, mais c'est un pouvoir régressif, archaïque, obscurantiste. Et ce qui est assez drôle, c'est que le Parti libéral est toujours à la traque du dernier conservateur social égaré au Parti conservateur. Hein. L'opposant à l'avortement. Puis là, ils disent « Ah, c'est bien la preuve que c'est un parti dirigé par le parc Jurassique. » Bon. Mais dans les faits, les libéraux, si on regardait dans leur électorat, dans les différents segments culturels de leur électorat, il y a des conservateurs sociaux beaucoup plus avancés qu'une conception tout à fait rétrograde du rôle de la femme et qui ne se contentent pas de se questionner sur l'avortement sexo-sélectif pour se demander si c'est normal qu'on décide d'avorter un enfant selon le critère de son sexe. Ah non. Là, on est devant quand même des gens, mais le Parti libéral, on lui passe tout. Le Parti libéral, on accepte tout de lui. C'est comme le parti qui bénéficie du 2 poids 2 mesures généralisé au Canada. Imaginez si un conservateur avait dit ça. Imaginez si un conservateur avait décidé de faire le blackface de Justin Trudeau. Ah ben là, il aurait été
expulser sa planète Mars. Ben, non, au Canada, on y fait un sourire, on dit c'est pas grave, t'es au Parti libéral, un chum c'est un chum, la gang c'est la gang. T'as tout à fait raison. D'ailleurs, moi, ça me fascine toujours les acrobaties mentales que les membres de la religion woke font pour essayer de minimiser les bévues et les gaffes commises par un des leurs. Je sais pas si tu as eu le temps de lire Isabelle Haché aujourd'hui dans la presse, mais qui dit, ben, il n'y a rien là, c'est 4 petits mots, arrêtez de faire une tempête avec ça. Non, mais c'est normal, là, c'est 4 petits mots. Il y a des petits mots qui font les tempêtes. Hein. Vive le Québec libre, ça fait une tempête, c'est juste 4 petits mots. Eux étaient beaux, au moins. Je vais te fusiller. Si je disais ça, ce serait 4 petits mots, mais tu aurais de bonnes raisons de penser que c'est une vraie tempête, puis il faut me mettre en prison si je disais une chose comme ça. Nos frères, les talibans, ce sont 4 mots qui sont pas 4 petits mots, ce sont 4 mots qui nous en disent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur comme je dis, la psychologie profonde qui commande la classe politique canadienne, surtout dans son expression dominante qui est le Parti libéral. Et non, là, la wokerie en place va chercher à relativiser, excuser. Tout comme on nous a expliqué, soit dit en passant, que Will Prosper, on l'a vu, on en a parlé il y a quelques jours, avec le poème L'Ode aux camarades Prosper, hein, ce texte digne de la poésie soviétique. Donc, pour effacer une faute grave, on décidait d'en faire une figure christique, un demi-dieu. Bon, donc on sait comment il fonctionne en dernière instance, ça devient lassant. Et là, c'est aussi ce qui est assez, en fait, pas très surprenant, c'est le silence de Justin Trudeau face à cette gaffe commise par sa ministre. Mais au même moment, imagine une gaffe semblable chez les conservateurs. Justin Trudeau dégainerait le sabre, hein, pour avoir une référence organe, et déciderait d'attaquer de manière virulente. Non, soudainement, ils trouvent ça correct, ils trouvent ça drôle, ils trouvent ça pas grave. C'est jamais grave ce que font les libéraux fédéraux. Ce n'est jamais grave parce qu'ils ont pour eux la vertu. Ils sont illuminés par la révélation diversitaire, ils ont la vertu de naissance. Même quand ils se trompent pour des bonnes raisons, alors qu'inversement, quand les conservateurs ont raison, ils ont raison pour des mauvaises raisons, donc ils se trompent même quand ils ont raison. Mais tu sais, c'est bien beau. C'est bien beau de t'entourer de gens qui représentent la diversité, mais il faut que tu fasses attention. Qui sont-ils? Souviens-toi de son voyage en Inde, il était accompagné de séparatistes indiens, là. Il a mis le gouvernement indien en maudit, là. Ouais, mais c'est que j'ai pas l'impression que Justin Trudeau est non plus le cerveau le plus profond de l'histoire politique du Canada. Peut-être le plus creux, mais certainement pas le plus profond. Eh bien, dans les circonstances, une certaine incompétence, on finit par en payer le prix. Il y avait eu ces frasques en Inde, puis en dernière instance, on voit tout le problème du communautarisme, encore une fois. Si je dois voter pour une femme parce que c'est une femme, ou pour tel groupe de communauté ethnique parce que c'est tel groupe de communauté ethnique, doit-on comprendre que nos féministes, aux prochaines élections présidentielles en France, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vont dire faut voter pour Marine parce que c'est une femme. Voterait-elle pour Mme Thatcher en disant c'est Mme Thatcher, c'est une femme, on vote pour elle. Je veux pas me prononcer en particulier sur ces deux cas-là. Je dis simplement que la logique, on vote pour quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou parce qu'il a ou non des ovaires, puis apparemment c'est quand même un signe distinctif qui va au-delà de l'identité de genre. Apparemment, ça existe encore selon la biologie ancienne, hein, selon la paléobiologie qui croyait l'existence des sexes. Les ovaires existent, les femmes existent. Est-ce qu'on doit voter pour quelqu'un à cause de son sexe ou de sa couleur de peau? Mais non. Ou simplement certains? Oui, il y a la bonne couleur de peau, mais les bonnes idées. Bonne couleur de peau, mauvaises idées. Comment on choisit? Et on comprend finalement qu'on est devant une logique religieuse. C'est une logique de secte, c'est une logique clanique. C'est le gang progressiste, c'est le gang woke. Eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne dans la politique canadienne. Et comme je le dis en terminant, là, c'est bien beau, là, les représentants de la diversité, mais tu sais, il faut que tu fasses attention. Moi, j'ai entendu parler que ça a l'air qu'il y a un réseau de télévision en France, sous prétexte de se montrer ouvert, ils ont donné une job à un séparatiste conservateur, le réactionnaire québécois. Ça se peut-tu, ça? Tous ensemble, séparatiste, conservateur et réactionnaire. Et dans cet ordre. Donc, c'est terrifiant, j'en conviens, mais je suis le vieux symbole de l'ouverture à la diversité. C'est pas mal, quand même. J'ai vu ta première chronique à CNews, c'est super bon. Je vais la mettre d'ailleurs sur ma page Facebook. Est-ce que tu as eu des feedbacks? Oui, beaucoup. Il faut jamais se vanter soi-même, mais apparemment, ça s'est pas mal passé, disons ça comme ça. Ah non, écoute, t'étais spectaculaire. Là. C'était du grand Mathieu Bock-Côté. Donc, bien sûr, on va te suivre. On se reparle demain, Mathieu. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Bye. Salut, merci. Alors, oui, c'est demain qui commence son émission hebdomadaire. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'équipe ici, fantastique. Maude Boutet à la recherche. Merci beaucoup à Achille Moinet, incontournable à la console, à la
la réalisation, on s'excuse s'il y a eu des petits problèmes techniques. Ça arrive dans toutes les bonnes familles. Ça arrive dans toutes les bonnes stations de radio. J'espère que ça vous ne décourage pas d'écouter Cube Radio. On se reparle demain 8h. C'est Benoît du Trisac tout de suite après. N'oubliez pas notre rencontre à midi. Bye, bonne journée. Ouverts sur le monde, tournés vers l'avenir. Fans de notre club, défenseurs de notre langue. Des femmes et des hommes qui vivent dans le respect, qui savent aimer et accueillir. Des gens fiers qui se définissent par leurs valeurs. Le meilleur de ce que nous sommes, simplement parce que nous sommes conservateurs. Le Parti conservateur du Canada. Agir pour le Québec. Approuvé et payé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada. Nous avons dû tout mettre sur pause. Et toutes mes pensées se sont alors tournées vers ce moment où nous pourrions enfin nous remettre en mouvement. Faites votre retour via Rail. Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau. La rencontre Bock-Côté-Martineau. Écoute, Mathieu, avant d'aborder notre sujet de chronique, c'est une journée très importante pour toi. On est très content que tu aies pris le temps de nous parler parce que c'est ta première. Là. Tu fais ta première émission. Tu fais ton entrée à la télévision française aujourd'hui. Donc, il est 16h. Oui, c'est demain la première. 20h demain, samedi. Et ensuite dimanche à la radio à Europe 1. Mais aujourd'hui, c'est la répétition. Donc, c'est le moment où le track l'emporte. Et demain, l'enthousiasme dominera. Ah, OK, c'est demain que tu es en onde. Aujourd'hui, c'est la répète. Demain, 20h, non. OK, demain, 20h. Oh là là, et là, tu commences à avoir le trac, tu commences à avoir les papillons. Ah oui, sans le moindre doute. C'est, mais bon, enthousiaste tout à la fois. Donc aujourd'hui, c'est la grande journée de préparation avec notre bien, c'est un privilège immense. C'est-à-dire, je poursuis mes activités québécoises, j'additionne mes activités françaises. Je me dédouble en quelque sorte sans me fracturer. Donc j'ai la tête qui suit parfaitement ce qui se passe chez nous et la tête qui est plongée ici. Et tout ça d'une activité absolument survoltée et quelque peu qui donne le trac. Ben c'est bien d'avoir le trac, je trouve. Au contraire, là, moi, les gens qui n'ont pas le trac, c'est eux autres qui m'inquiètent. C'est normal d'avoir le trac. Tu sais que Normand Brathwaite, je pense, ça fait 40 ans qu'il fait ce métier-là. Avant chaque enregistrement, excuse-moi de te dire ça, mais il va vomir. Avant chaque enregistrement, il y a encore le trac après 30-40 ans. Donc, ouais, bon, ça, heureusement, j'ai pas cette habitude, j'aurais plutôt tendance à prendre un beignet de trop. Mais cela dit, non, c'est là, il y a une part enthousiasmante là-dedans, une nouvelle aventure. Et c'est, donc ça commence demain 20h, donc 16h heure du Québec. Ouais, exactement, 16h heure du Québec. Donc, et ensuite, le lendemain, grande entrevue, à Europe 1 avec Sonia Mabrouk et Nicolas Barré, notre trio d'intervieweurs sous la direction de Sonia Mabrouk, avec une figure politique française qui sera notre première invitée dans le cadre d'une année présidentielle. Wow, super. Écoute, un week-end absolument chargé. Écoute, Mathieu, on va parler du Parti vert du Canada qui est en train de se déchirer. On le sait qu'il y a une guerre interne entre plusieurs membres du Parti vert, plusieurs factions. Il y a des gens qui demandent la démission de sa chef. Tout ça sur la situation en Israël, sur la guerre au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens. Là, on se demande, mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'écologie, c'est exactement? Mais c'est une question constante chez les écologistes, hein? C'est-à-dire, d'un pays à l'autre, les écolos semblent moins s'intéresser à l'environnement qu'ils semblent aimantés véritablement désireux de se coller à tout ce qui touche au gauchisme culturel, pour reprendre la formule de Jean-Pierre de Goff. Donc, ils veulent se définir par des questions liées à la déconstruction des sexes, ils veulent embrasser l'immigration massive. Il y a Sandrine Rousseau qui, par exemple, qui est une figure émergente de l'écologisme en France, qui a plaidé, il dit c'est mieux que les terroristes soient en France plutôt qu'en Afghanistan, comme ça on peut les contrôler sur notre territoire. Oui. C'est quand même original comme point de vue, convenons-en. Qui disait par ailleurs qu'on quittait une époque de souillure et il fallait, avec une posture en fait de grand purificateur moral, et bien, nos écolos ne sont pas épargnés par cela. Et c'est pas l'environnement qui les touche, alors que la question de l'environnement, elle est fondamentale, elle est essentielle. C'est l'autre nom aujourd'hui d'une véritable critique des excès du capitalisme, c'est la possibilité de conserver une planète habitable pour l'homme.
Eh bien non, qu'est-ce qu'on voit dans les circonstances? On voit des écolos qui se déchirent sur Israël parce qu'apparemment cette question-là est plus importante que toutes les autres. Et ensuite, je suis curieux de savoir pourquoi ils se battent pour l'existence de l'État d'Israël et pas pour l'existence de l'État hongrois ou l'existence de l'État finnois ou l'existence de l'État russe. Qu'est-ce qu'ils ont en particulier contre les Israéliens? Qu'est-ce que cache ce refus de l'existence même d'Israël, cette condamnation fondamentale et obsessive et névrotique d'Israël? Qu'est-ce que ça cache? Voilà qui est intéressant. Mais c'est d'autant plus stupide ce débat interne-là qu'avec les canicules qu'on a ces temps-ci, avec, écoute, des records de chaleur absolue sur la planète qui était ici au Canada, il y a plus sur le Groenland, que même les gens qui étaient sceptiques, même des gens qui étaient climato-sceptiques, commencent à se dire, ben coudonc, il y a un problème avec le climat, il va falloir vraiment prendre les mesures nécessaires pour régler ça. Donc, juste comme là, justement, ils pourraient parler de climat et intéresser davantage de gens, ils se battent sur Israël. C'est bien niaiseux, ça. Ben, on pourrait y voir de manière moqueuse une manifestation parmi d'autres de l'antisémitisme, c'est-à-dire pourquoi, en dernière instance, le climat est déréglé, ça doit être à cause des Juifs. Hein? On est dans cette espèce de logique un peu débile et qu'on appelle antisionisme aujourd'hui, histoire de faire beau. Mais non, sérieusement, je trouve que c'est inquiétant parce que la question environnementale aujourd'hui s'impose à tous. C'est une question qui véritablement s'est normalisée. Elle s'est normalisée parce qu'on a compris qu'à travers elle, ce n'est plus simplement l'obsession des écolos, granos, gratteurs de mangeurs de luzerne. Non, c'est la possibilité même de conserver une planète habitable pour l'homme. Et sachant que certains changements sont inéluctables, comment adapter nos sociétés à ce changement qui viendra? Comment réussir à traverser ça sans sacrifier ce qui fait de celle des sociétés humaines? Or, ce que l'on voit, c'est que nos écolos ne sont pas vraiment passionnés par l'environnement, finalement. L'écologie, pour eux, ce n'est qu'un prétexte. Ce n'est que souvent une porte d'entrée vers l'anticapitalisme ou, comme je dis, vers une espèce de gauchisme intersectionnel élargi. À travers cela, les écolos abandonnent l'environnement au moment où la population voudrait embrasser plus clairement la question environnementale, non pas pour verser dans un écologisme anticapitaliste de la décroissance, mais un écologiste responsable, qui est capable de comprendre comment nos sociétés peuvent s'adapter au monde qui vient. Mais les écolos sont absents parce qu'ils se débattent sur finalement la légitimité d'Israël. Merci les écolos. Est-ce que nos écolos sont des melons, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge en dedans? Oui, mais c'est la formule des pastèques aussi, hein. Oui, les pastèques. Mais c'est très juste. C'est-à-dire, on dit finalement, il y a une apparence. L'écologie, c'est ce qui attire. Et ensuite, quand on regarde le fond du programme, c'est autre chose. En France, je donne encore cet exemple-là parce que je le vois un peu en ce moment. La course chez les écolos se fait beaucoup sur la question des migrants, se fait sur la question de l'identité de genre, se fait sur la question des racisés, se fait sur la question de la souillure occidentale. C'est intéressant. Voilà. On est plus devant un parti de grands inquisiteurs. On est un parti de grands purificateurs moraux, le tribunal des purs et des vertueux contre la planète souillée. Hein? C'est un peu ça qu'on nous présente. Eh bien non. Les écolos ne s'intéressent pas à la question environnementale. Donc, et paradoxalement, ça nous ramène à une intuition forte. Hein? C'est-à-dire que le conservatisme, au sens fort du terme, au sens philosophique du terme, a toujours été porté une préoccupation pour l'environnement. Et me semble-t-il que cette inquiétude romantique, pour le dire avec le vocabulaire d'une autre époque, pour un monde habitable pour l'homme, se prolonge naturellement vers la question environnementale aujourd'hui. Il serait bien que les conservateurs en Occident se délivrent aussi quelquefois de leur espèce de névrose de la société toujours plus technologique, plus industrielle, et se rappellent à quel point la défense d'un monde enviable, d'un monde vivable, d'un monde où il fait bon respirer, d'un monde où on n'aura pas à se cacher, d'un monde où on n'aura pas à porter des masques durablement au-delà de la pandémie, j'entends, mais d'un monde qui ne sera pas dangereux, un monde qui ne sera pas toxique. Ben, les conservateurs devraient s'emparer de cette question parce qu'elle est fondamentale. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit la guerre est trop importante pour qu'on la laisse dans les seules mains des militaires. Est-ce qu'on pourrait pas dire... Je crois que c'est Clémenceau, non? C'est ça. Et est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose pour l'environnement? La protection de l'environnement, c'est tellement important qu'on ne devrait pas laisser ça dans les seules mains des écolos. Ah, mais t'as absolument raison. Moi, d'ailleurs, je vais me dire, ma conversion à la question écologiste, qui est venue plus tard, hein, pour certains, c'est une intuition assez fondamentale. Pour moi, c'est venu plus tard, mais c'est pas venu grâce aux écolos. Les écolos m'ont davantage tenu éloigné de l'écologie qu'ils m'y ont rapproché, paradoxalement. Parce que quand on voit les écolos faire de la promotion de l'écologie, on dit qu'il y a quelque chose de louche derrière ça. C'est comme quelquefois des souverainistes par rapport à l'indépendance. C'est-à-dire, si ce n'était des souverainistes, le Québec serait probablement déjà indépendant. J'ai tendance à me dire que si ce n'était des écolos, j'ai l'impression que la question environnementale pourrait fleurir davantage dans le monde d'aujourd'hui.
Est-ce que, oui, parce qu'on a l'impression que l'environnement pour ces écolos-là, un peu crinqués, c'est un cheval de Troie. Finalement, ils utilisent cette cause-là parce que, les gens, qui est contre la protection de l'environnement? On est tous pour la protection de l'environnement. Donc, c'est un cheval de Troie pour finalement faire avancer d'autres causes, peut-être qui obtiendraient moins d'appui auprès de la population. Mais c'est exactement ça. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que pour les écolos, tout vient ensemble parce que derrière eux, il y a l'idée que pourquoi le monde est souillé, pourquoi le monde, pour reprendre leur mot, pourquoi le monde est dévasté, c'est à cause de l'expansion de la civilisation européenne à partir de 1492, c'est à cause de l'expansion de l'Europe qui devient l'Occident, c'est à cause de l'Occident qui s'empare du monde. Si le monde va mal, c'est à cause de l'Occident. Dès lors, il faut être anti-occidental s'il faut vraiment être anticapitaliste. On a compris le raisonnement, mais c'est un raisonnement tortueux, bête et boiteux, et en dernière instance, c'est un raisonnement qui nous éloigne de l'écologie davantage qu'il nous en rapproche, alors que cette question-là, elle est fondamentale, qu'on parle d'agriculture, qu'on parle des paysages, qu'on parle de la qualité de l'air, ça va au-delà de la question des changements climatiques, qu'on parle d'un monde habitable pour l'homme, un monde qui ne soit pas laid, un monde qui soit beau. C'est un argument qui peut sembler loufoque et pourtant il est essentiel. La beauté du monde devrait être un argument pour les écologistes. Eh bien non, on a l'impression que pour eux, quelquefois, il s'agit moins de sauver la beauté du monde que de condamner l'homme à la manière d'une vermine qui polluerait la planète et d'un parasite. En tout cas, tu citais tantôt cette écolo française. Comment elle s'appelle déjà? Sandrine Rousseau qui veut amener les terroristes, qui préfère que les terroristes soient en France plutôt qu'en Afghanistan, comme ça on pourra mieux les surveiller. C'est une des déclarations les plus audacieuses, théoriquement, que j'ai entendues depuis longtemps. C'est fou, Red. Le fait d'avoir des terroristes en France permet de les surveiller. Elle est toute contente, elle, que des terroristes qui arrivent en France. Elle dit comme ça, c'est bien mieux qu'ils soient chez nous, qu'ils soient là-bas. On peut les surveiller. C'est la ravie de la crèche. Dans la primaire écolo, en France, c'est celle qui se vante d'être une écoféministe radicale. Bon, normalement, des choses comme ça, on s'en vante pas. C'est comme travailler pour les impôts. On s'en vante pas. Bon, mais chez elle, il y a quelque chose d'aride, il y a quelque chose d'étrange, en fait. Mais c'est une radicalité revendiquée. C'est une radicalité anti-occidentale. Elle va dire, par exemple, qu'il faut le monde occidental s'empare des corps racisés pour les jeter. Elle a tendance à assimiler à la culture du viol tout ce qui relève des rapports de séduction entre les sexes, ce qui est quand même un peu abusif. Eh bien, ça, l'écologisme aujourd'hui, c'est ça, hélas. Donc, il faut distinguer, en fait, la question environnementale, fondamentale, des militants écologistes, pas tous, évidemment, mais l'écologisme organisé, comme on le voit au Canada, comme on le voit en France, qui est finalement bien intéressé par l'écologie que par la version pour la civilisation occidentale. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup et écoute, bon week-end. Vraiment un week-end important. On est tous derrière toi et tous très fiers. Merci. Merci infiniment. Merci, Mathieu Bocoté.